et à toutes et puis, merci d'être venus nombreux, à cette, conférence de présentation d'une nouvelle étude qu'on a menée conjointement avec les équipes de l'OID et de la SPIM. Alors bon, je crois qu'il y avait 400 inscrits, pour, des participants en ligne et puis, 140 pour le présentiel. Je ne pense pas qu'on soit à 140 pour le présentiel, mais je pense qu'il y a eu un report sur la présence en ligne. En tout cas, on est très, très heureux de voir que cette présentation de cette étude a généré, suscité l'intérêt et j'espère surtout que ce qu'on va vous présenter sera à la hauteur de votre attente. Moi, j'en suis persuadée. Pourquoi? Parce que c'est la première étude sur la thématique quand même des pratiques ESG au regard du cadre réglementaire. Alors, un petit peu de genèse de cette étude. Bon, c'est pas une genèse qui remonte à très loin, mais néanmoins, on avait décidé de collaborer avec l'OID, la SPIM et puis Novetic au moment du début des labellisations sur les fonds immobiliers, parce qu'on estimait important qu'il puisse y avoir des regards complémentaires et un petit peu distanciés sur cette pratique. Alors, on a fait deux éditions, comme vous le savez, l'une en 2021, l'une plus récente au printemps dernier. Et puis, mais comme vous le savez aussi, la labellisation donc a été extrêmement. Le processus de labellisation a été très structurant pour les sociétés de gestion en termes d'appropriation des pratiques ESG sur tout leur portefeuille. D'ailleurs, on sait que c'est quand même un succès. Ça a été, et c'est toujours un succès puisqu'on a quand même 30% des total des encours des fonds immobiliers non cotés qui sont actuellement labellisés. C'est 44% ramenés sur les fonds grand public, donc c'est énorme. Néanmoins, vous le savez, c'est une démarche volontaire et on s'était dit qu'à un moment donné, ça serait intéressant de regarder ce qui aussi structurait finalement les pratiques ESG en dehors du label. Donc d'élargir un petit peu le spectre. Et puis évidemment, quand on parle de pratiques ESG, eh bien, on arrive face à un mur qui est un mur réglementaire, littéralement. Donc ces réglementations, alors je dirais qu'à la SPIM, on s'y est confrontés, nous, très tôt, depuis quasiment 4-5 ans, parce que c'est des réglementations, alors je vais les citer, vous allez le voir, on va y revenir plus en détail au cours de l'étude. C'est essentiellement la taxinomie que vous connaissez, le règlement SFDR qu'on a appelé un temps au disclosure, et puis l'article 29 de la loi énergie-climat. Moi, ce que je voulais dire quand même, c'est que ce sont des réglementations qui sont essentiellement des réglementations d'origine financière, parce que j'enfonce des portes ouvertes, en tout cas pour vous, mais peut-être pas moins pour d'autres qui nous écoutent, c'est que vous êtes bien des acteurs financiers, des sociétés de gestion de portefeuille, et donc en ça, vous êtes encadrés et soumis à des réglementations financières, mais bon, vous êtes aussi des acteurs de l'immobilier, des gestionnaires de portefeuille immobilier. C'est bien ça, toute la particularité, je dirais quand même le défi. Il ne s'agit pas évidemment de remettre en question la légitimité de ces réglementations qui ont des objectifs complètement louables et je pense sur lesquels on adhère tous. Néanmoins, les défis quand même, ça a été au départ de faire de la pédagogie auprès des régulateurs et des autorités et des décideurs, parce qu'on était bien sur des réglementations financières conçues pour des portefeuilles, je dirais plutôt de valeurs mobilières et pas sur l'immobilier. Donc au départ, il y avait quand même cet écueil. Moi, je vais donner un exemple tout simple, mais enfin, quand on parlait des indicateurs PAI, d'incidence négative, les portefeuilles immobiliers étaient dans le champ des indicateurs conçus pour des valeurs. Donc on avait 16 plus un autre certain nombre d'indicateurs qui défilaient et qui n'étaient absolument pas pertinents. On a travaillé de concert avec notre régulateur, l'AMF, qui, je crois, a fait un chemin avec nous aussi de compréhension et je crois qu'avec qui on travaille maintenant très bien pour comprendre que certains schémas en fait conçus pour l'univers financier ne pouvaient pas s'appliquer à l'immobilier. On est arrivé à des indicateurs adaptés, on est à 2+1 spécifiques à l'immobilier. Plus récemment sur la taxinomie, alors pourrais parler d'une heure sur la taxinomie en sachant que philosophiquement parlant, elle n'est pas adaptée aux gestionnaires de portefeuille immobilier. Elle flèche vers des actifs et des activités déjà vertes, donc vers du neuf. Il ne s'agit pas de critiquer l'investissement dans du neuf, mais enfin, quand on parle de transition énergétique, écologique, il s'agit bien de faire évoluer un portefeuille, donc de valoriser l'amélioration. La taxonomie le permet pas très bien pour les gestionnaires. Néanmoins, on a réussi à élargir en tout cas au moins la base
sur laquelle on pouvait valoriser quand même des actifs. Et puis, on a pu aussi adapter la méthodologie sur laquelle, en tout cas faire valoir une adaptation de la méthodologie sur la base de laquelle on allait pouvoir calculer l'alignement de la taxonomie pour les gestionnaires de portefeuille. Bon, des petits exemples pour vous dire que quand même, il y a eu un travail en amont sur sa réglementation. Néanmoins, tout n'est pas satisfaisant, mais voilà, il y a une progression qui se fait et un partage aussi des difficultés avec le régulateur. Aujourd'hui, ce qu'on a fait à travers cette étude, c'est bien sûr de regarder un petit peu comment vous, les gestionnaires de portefeuille, donc d'actifs immobiliers, vous vous êtes saisis et appropriés de ces réglementations avec un certain nombre de chiffres, d'indicateurs et puis certains constats objectifs sur certaines difficultés qui restent à résoudre. Je pense que c'est la première version qui va vous intéresser tous. Ça vous permettra aussi de voir où vous vous situez finalement par rapport au reste du secteur. Alors, je ne vais pas en dire plus. Ce qui va se passer, c'est que, bien sûr, de remercier quand même, néanmoins, les équipes de l'OID et puis les équipes de l'ASPIN, je crois, qu'on travaille de façon très complémentaire. Et puis, laisser la parole à Claire pour présenter l'étude. C'est bien ça ? Voilà. À la suite de cette présentation, Loïs, tu enchaîneras pour animer et présenter une table ronde avec 3 sociétés de gestion que Loïs présentera pour bien sûr partager leur appréciation et leur point de vue plus personnel. Et puis ensuite, il y aura un temps de questions-réponses et puis une brève conclusion avant de partager un verre tous ensemble. Voilà. Merci beaucoup, Véronique. Tu as tout dit. L'objectif de cette conférence, presque, effectivement, ça nous paraît important de regarder pour la première fois dans le rétroviseur de la manière dont toutes ces régulations européennes viennent impacter les fonds immobiliers dans un contexte où, avec le label ISR, ils se sont appropriés les sujets ESG depuis quelques années. Je vais laisser la parole à Claire. Je voulais juste vous indiquer dans la salle qu'on était une centaine aussi en ligne. Nous prendrons des questions-réponses à 19h50 et à 20h, la soirée sera suivie d'un petit cocktail. Je laisse la parole à Claire. Merci. Parfait. Merci beaucoup à tous les deux pour cette introduction. Donc, je vais passer au cœur de la présentation d'aujourd'hui, à savoir la présentation de notre étude. Donc, cette étude, elle porte sur les pratiques ESG des fonds immobiliers, des fonds grand public. Et pour cette première édition, finalement, sur l'ensemble des fonds immobiliers et pas seulement les fonds ISR, nous nous sommes concentrés sur les aspects réglementaires. Puisque, comme on le disait, et comme vous le savez tous, aujourd'hui, il y a beaucoup de réglementations qui viennent s'appliquer pour les gestionnaires de fonds immobiliers. On a parlé du règlement SFDR, de la taxinomie européenne, de l'article 29 de la loi énergie-climat. Donc un contexte très dense qui nous pousse à nous demander comment finalement est-ce que vos pratiques ESG évoluent par rapport à ces réglementations. Je vais commencer avec quelques brèves informations sur notre méthodologie pour que vous puissiez bien comprendre ensuite les chiffres que nous allons vous présenter. La première chose à savoir, c'est que cette étude, elle porte uniquement sur les fonds grand public, puisqu'il s'agit des fonds pour lesquels la documentation est accessible, et donc pour lesquels nous avons pu collecter les données. À terme, nous pensons élargir ce périmètre pour inclure des fonds pour lesquels la documentation ne serait pas disponible, mais vous pourriez être appelé à contribuer pour enrichir aussi cette étude et avoir une vision plus complète du marché. En termes d'analyse, nous avons combiné 2 types d'analyse. Une analyse quantitative, avec toutes les données que nous avons collectées dans les documents, que ce soit les rapports périodiques, les documents contractuels ou les sites web des fonds grand public. Nous avons analysé 121 fonds de cette manière, ce qui représente plus de 50% des fonds en nombre et plus de 87% en termes d'encours. Donc on a quand même une bonne représentativité du marché, surtout en termes d'actifs immobiliers finalement, en termes d'encours. À cette analyse, nous avons ajouté la réalisation d'entretiens avec plusieurs sociétés de gestion de tailles différentes pour comprendre et alimenter finalement l'interprétation que nous avons eue de ces chiffres, des données quantifiées. Et donc finalement, ça a donné l'étude dont vous voyez le plan à droite et que vous retrouverez bien sûr publié sur nos plateformes respectives, avec des focus sur les stratégies ESG, donc les pratiques ESG des fonds immobiliers, et sur les réglementations,
en particulier le règlement SFDR, qui inclut également la taxinomie et les indicateurs taxinomiques, et l'article 29 de la loi énergie-climat. Avant de passer aux résultats et pour bien les comprendre, une dernière petite précision, tous les pourcentages qui sont présentés dans cette étude sont exprimés en termes d'encours. On aurait pu le faire également en termes de surface ou en termes de nombre de fonds, mais pour avoir une meilleure représentativité en termes des actifs immobiliers qui constituent le parc, on a choisi d'avoir tous ces chiffres en termes d'encours sous gestion. Et ça nous permet également de minimiser l'impact des nombreux fonds fermés de petite taille, en particulier les SCPI fiscales, qui donnent beaucoup moins d'informations sur leurs pratiques ESG, ce qui ne veut pas dire qu'elles n'en mettent pas en œuvre par ailleurs. Voilà sur les quelques éléments méthodologiques que je voulais vous partager. Maintenant, si on passe aux résultats, commençons par les principaux résultats sur les pratiques ESG des fonds immobiliers de manière générale et les stratégies ESG. Pour commencer, 2 grands chiffres à retenir. 56% des fonds étudiés en nombre ont une stratégie ESG, ce qui représente 81% des encours. Ici, nous avons eu une définition relativement large de ce qu'est une stratégie ESG, puisque nous avons considéré que dès que les acteurs mentionnaient des pratiques, des actions ESG dans leur documentation publique, ils avaient une stratégie ESG. Et même en ayant cette définition relativement large, en fait, on se rend compte que mettre en place des actions ESG, avoir une stratégie ESG devient absolument incontournable, que ce soit pour les fonds qui ont un encours sous gestion important, ou aussi pour les fonds qui entrent sur le marché finalement. Au-delà de ces chiffres très globaux finalement sur l'appropriation et les stratégies ESG des acteurs, nous avons étudié un petit peu plus dans le détail quelles étaient les thématiques abordées dans le cadre de ces stratégies. Ici, nous avons choisi de vous présenter uniquement 2 indicateurs, mais vous en retrouverez bien sûr beaucoup plus dans l'étude complète. On a choisi les 2 indicateurs sur le carbone et sur la biodiversité, parce qu'en fait, ils mettent en lumière une différence de maturité du marché entre l'appropriation des enjeux carbone et l'appropriation des enjeux biodiversité, alors que finalement, le contexte est aussi critique pour ces 2 enjeux. Donc, ce qu'on constate, c'est que 80% des fonds qui ont une stratégie ESG mentionnent les émissions de gaz à effet de serre, alors que pour la biodiversité, c'est uniquement 47%. Et je vous ai mis ici 2 petits graphiques qui illustrent finalement le contexte global et qui montrent la criticité de ces 2 enjeux. Le premier, à gauche, il concerne l'évolution de la concentration en émissions de gaz à effet de serre dans l'atmosphère sur les derniers centenaires et sur les dernières décennies, on observe bien sûr une explosion. Je pense qu'on en est tous conscients, qu'on en voit tous les conséquences au quotidien et aussi sur nos activités économiques. C'est bien sûr le changement climatique. On en a vu l'expression cet été, que ce soit par les inondations, les sécheresses. Donc voilà, je pense que ça évoque à tous des images assez récentes. Donc un constat critique pour les enjeux carbone, certes, mais aussi pour la biodiversité, comme le montre le deuxième graphique, qui est en fait l'indice Planète Vivante, et son évolution sur les dernières décennies. Et il représente en fait l'abondance des populations des différentes espèces. Et on voit qu'il est quasiment divisé par 2 entre 1970 et nos jours. Donc finalement, même si on a un contexte tout aussi critique, qui a également des conséquences à la fois pour nos vies quotidiennes et sur les activités économiques, dont l'activité immobilière, on a un indicateur beaucoup plus faible en termes de prise en compte par les gestionnaires d'actifs, seulement 47%. Une petite notion d'espoir quand même sur ce sujet de la biodiversité, parce qu'on voit quand même que sur ces 2 dernières années, c'est un sujet qui monte beaucoup, qui apparaît aussi dans les réglementations. Donc il y a des chances que dans les années à venir, ce soit un chiffre qui augmente énormément, et pourquoi pas qu'il rejoigne l'indicateur carbone. Donc ça, c'était un petit peu pour la partie chiffrée autour des pratiques ESG des acteurs, mais comme je le disais, on a aussi réalisé des entretiens qualitatifs qui nous ont permis d'alimenter nos interprétations et d'avoir aussi une vision un petit peu plus prospective sur l'évolution anticipée par les gestionnaires de fonds des pratiques ESG, dans le secteur de l'immobilier bien sûr. Et le point qu'on voulait souligner ce soir, vous en trouverez d'autres dans l'étude complète, c'est le besoin de quantification qu'il y a autour de tous les sujets extra-financiers.
Il y a 2 aspects à cette quantification. Le premier, c'est de quantifier le coût des actions à mettre en place. Quand je mets en place un plan d'action ESG, qu'est-ce que ça veut dire derrière en termes de coût? Mais aussi, quels seront les impacts physiques de ces actions? Donc, quelle sera, par exemple, la réduction des émissions de gaz à effet de serre impliquées par telle ou telle action, pour savoir finalement ce qui est le plus intéressant à mettre en place. Cette notion de quantification et de financiarisation, finalement, elle commence à apparaître dans un certain nombre de dispositifs volontaires. Notamment, on voit apparaître la notion de comptabilité ESG. Et dans les standards qui sont développés par l'ISSB, donc c'est une antenne de l'IFRS qui définit les normes financières, on a également cette dimension financière qui est très très présente. C'est des normes qui sont encore en cours de développement, mais qui donnent une vision aussi prospective sur les évolutions dans les prochaines années. Donc finalement, à retenir l'importance de la donnée extra-financière et également aller vers la financiarisation aussi de cet extra-financier, même si bien sûr il ne faut pas perdre le sens derrière tout cela. Voilà les remarques que je voulais faire sur les stratégies ESG de manière générale. Et maintenant, on va passer au cœur du sujet et à quelque chose qui vous intéresse tous, je pense, l'appropriation par les acteurs du règlement SFDR. Donc pour rappel, le règlement SFDR, c'est une régulation européenne qui impose la transparence aux acteurs financiers, aux sociétés de gestion et aux produits financiers. Donc l'analyse ici, elle s'est portée sur finalement comment est-ce que les fonds immobiliers prennent en compte le règlement SFDR dans leur stratégie et en particulier comment est-ce qu'ils se classifient. Puisque vous le savez, le règlement SFDR introduit une classification des produits financiers. Donc vous avez ici les résultats que nous avons obtenus sur notre échantillon. Donc 26% des fonds se sont classés article 6. Je parle ici en termes d'encours. 40% se sont classés article 8 et 25% se sont classés article 9. Ici, il est toutefois intéressant de faire la comparaison avec le nombre de fonds que cela concerne. Puisque pour les fonds classés article 6, donc pour rappel, article 6, ça veut dire qu'il n'y a pas de caractéristiques environnementales ou sociales spécifiques, on a 65 fonds. Donc finalement, en nombre, on a plus de la moitié de notre échantillon qui s'est classé article 6. A l'inverse, en ce qui concerne l'article 9, les 25% d'encours représentent en fait 11 fonds qui ont défini un objectif d'investissement durable. Donc finalement, un nombre plus faible. Voilà pour les grands chiffres sur la classification SFDR. Ce que je voulais faire avec ces chiffres, c'est le parallèle avec finalement l'ambition de la réglementation, ses objectifs initiaux. Puisque l'objectif du règlement SFDR, avec l'article 8, c'était d'introduire de la transparence extra-financière. Donc que le plus d'acteurs possible, finalement, donnent des informations sur ce qu'ils faisaient en matière extra-financière, avec des indicateurs chiffrés. Donc l'objectif de l'article 8, c'est bien de toucher le plus de fonds possible, puisqu'on sait aussi que la transparence, c'est le premier pas finalement vers l'action, puisque c'est l'action qui va permettre d'améliorer les indicateurs que l'on publie. Donc là, on voit que sur notre échantillon, on est seulement à 40%, donc on n'atteint pas exactement cet objectif de toucher le plus de fonds possible. Pour ce qui est de l'article 9, c'est un petit peu différent, puisque en fait, l'article 9, il a finalement pour ambition de définir le standard de ce qu'est un fonds best in class. Et donc, de toucher un nombre restreint d'acteurs pour aussi trouver une légitimité. Les fonds article 9, en fait, c'est une obligation de résultat, alors que les fonds article 8, ce serait plutôt une obligation de moyens. Donc voilà, je voulais mettre en regard, en fait, ces définitions théoriques, si je puis dire, avec les chiffres qu'on observe dans notre étude. Toutefois, le règlement SFDR, il reste très impactant, en particulier pour tous les nouveaux fonds. C'est ce que vous pouvez voir avec le petit graphique en bas de la slide, puisque sur les fonds qui ont moins de 2 ans, plus de 90% sont classés article 9, donc on définit un objectif d'investissement durable. Donc c'est lié au fait notamment que les investisseurs sont de plus en plus regardants de ces classifications, que ce soit les investisseurs professionnels, mais aussi les investisseurs privés, avec par exemple les réglementations MiFID II et IDD, qui introduisent la notion de durabilité dans les questionnaires d'adéquation qui sont posés aux investisseurs finaux.
Finalement, ce qu'il y a à retenir ici, c'est que le règlement SFDR il est très important puisque la classification conditionne en fait la distribution du produit financier derrière. Voilà ce que je voulais vous présenter sur les chiffres généraux du règlement SFDR. Et maintenant, je vais passer la parole à Julien pour la partie sur les fonds labellisés ISR. Merci Claire. Bonsoir tout le monde. Julien Roffray, je suis directeur des études de la SPIM et j'ai choisi de commenter une slide en particulier qui est un focus sur la classification SFDR et sur les fonds, la classification SFDR et les fonds labellisés ISR. Alors, vous avez à gauche la répartition que vient de montrer Claire sur l'ensemble du panel. Les fonds ISR, sur l'ensemble des fonds qu'on a étudiés, donc il y en a 121, il y a 33 fonds ISR, mais ils représentent 54% des encours totaux qu'on a étudiés. 54% des encours, et quand on fait un focus plus particulier sur vraiment les articles 8 et 9, qui sont vraiment les articles qui ont des caractéristiques environnementales et sociétales ou qui ont vraiment un objectif de développement durable, on se rend compte que les fonds ISR, labellisés ISR, représentent 83% des encours. Pour faire simple, ça veut dire tout simplement quand on a un article 8 ou 9, 8 fois sur 10, il s'agit d'un fonds labellisé ISR. C'est assez compréhensible par rapport à la chronologie aussi, effectivement, de mise en place de la labellisation ISR et de la réglementation SFDR. Le label ISR, maintenant, il a 2 ans. Il a bien pris part dans le marché et ça a permis à énormément de sociétés de gestion et de fonds de structurer leur démarche, leur stratégie grâce à la labellisation. Donc, il est assez logique de retrouver cette représentation des fonds labellisés ISR, effectivement, dans les articles, dans les encours totaux des articles 8 et 9. Sinon, spécifiquement sur les fonds ISR, on remarque qu'ils sont quasiment tous avec des caractéristiques qui sont donc dans la catégorie article 8 hybride ou 9, et que il y en a à peu près 72% qui sont article 8. Voilà. Merci Julien pour cette précision. Pour finir sur le règlement SFDR, je souhaitais vous parler de l'article 9, le fameux, c'est une question qui nous est posée assez souvent finalement. Quels sont les fonds qui se classent article 9 et comment est-ce qu'ils se classent article 9? Donc article 9, c'est bien les fonds qui ont un objectif d'investissement durable. Et donc pour commencer, je voulais revenir sur la définition au sens du règlement SFDR d'un investissement durable. Un investissement durable, il est soit aligné avec la taxinomie, soit il contribue substantiellement à un objectif environnemental autre que la contribution substantielle définie dans la taxinomie, soit il contribue substantiellement à un objectif social. Tout cela en respectant des garanties minimales sur les principes de bonne gouvernance. Et donc, ce que dit le règlement SFDR, c'est que finalement cet objectif, il doit être atteint, et il doit être atteint sur l'intégralité du portefeuille, l'intégralité des actifs. Donc ça, c'est la partie théorique et la définition assez stricte, je dirais, du règlement SFDR. Et du coup, dans cette étude, nous avons passé au crible les objectifs d'investissement durable qui étaient donnés par les acteurs qui se classaient article 9. Vous avez à droite le graphique des thématiques qui sont abordées dans ces objectifs d'investissement durable, avec bien sûr les émissions de gaz à effet de serre qui apparaissent en premier lieu. Mais surtout, ce qu'on a remarqué, c'est que 100% de ces objectifs d'investissement durable sont des objectifs d'amélioration, avec un horizon temporel. Au contraire, finalement, de la définition qui impose que cet objectif soit déjà atteint. Quand je dis un objectif d'amélioration, ça peut être par exemple de réduire les émissions de gaz à effet de serre de X% à horizon 2030, ou de réduire les consommations énergétiques de la même manière. Donc je sais que c'est un sujet qui fait beaucoup débat en ce moment, de savoir qu'est-ce que finalement la définition d'un investissement durable. Ce qui est à retenir, c'est que la question a enfin été posée à la Commission européenne par les ESA, donc l'Autorité européenne des marchés financiers, qui pose cette question-là: est-ce qu'une activité peut contribuer à l'objectif d'atténuation au changement climatique si elle fait l'objet d'un plan de transition? Donc on devrait finalement avoir une réponse sur cette notion de transition et pouvoir trancher un petit peu plus finalement sur est-ce que c'est la définition stricte qui compte ou est-ce que c'est plutôt l'appropriation par le marché qui compte. Voilà, on attend impatiemment la réponse à cette question en tout cas.
Voilà ce qu'on avait à vous présenter sur le règlement SFDR. Et maintenant, je vais passer à la taxinomie. Donc la taxinomie européenne, là aussi, c'est un sujet plus que d'actualité. On discute beaucoup des critères en ce moment de la taxinomie. Et donc, on a fait une première analyse sur la mention de cette taxinomie par les acteurs. Donc, pour rappel, la taxinomie, c'est le texte européen qui vient définir les critères de durabilité d'une activité économique à l'échelle européenne. Donc, il vient dire si une activité économique est durable ou non à l'échelle européenne. Donc, c'est une réglementation qui est très récente. Et donc, on a été agréablement surpris de voir que déjà 77% des encours mentionnent le texte de la taxinomie européenne. Donc, c'est quand même un texte que se sont bien appropriés les sociétés de gestion. Et ce qu'on remarque, c'est que même 5% des encours ont anticipé la publication des indicateurs taxinomiques, puisque pour 2022 sur l'exercice 2021, la publication des indicateurs n'était pas encore obligatoire. On a déjà certains fonds qui ont fait l'exercice et qui ont publié la part de leurs investissements en termes de chiffre d'affaires alignés avec la taxinomie. Je ne vais pas aller plus dans le détail des données chiffrées parce que c'est vrai que c'est plutôt l'année prochaine que ce sera intéressant avec justement les indicateurs d'alignement sur lesquels on pourra aussi faire des statistiques. Mais les entretiens nous ont aussi permis finalement d'aborder ce sujet de la taxinomie européenne et de voir quel était l'avis finalement des acteurs par rapport à la philosophie de cette taxinomie européenne. Et Véronique commençait à en parler tout à l'heure. C'est vrai que c'est un constat assez partagé que de dire que finalement, le cadre de la taxinomie aujourd'hui, il ne permet pas de valoriser les stratégies d'amélioration. Or, on sait aujourd'hui que c'est la rénovation des bâtiments qui va nous permettre d'améliorer leur performance et donc de contribuer à l'atténuation du changement climatique. Donc c'est vrai qu'on a quand même un indicateur relatif au CAPEX dans la taxinomie, mais qui n'est pas suffisant finalement pour vraiment mettre en valeur et mettre en lumière les stratégies d'amélioration mises en place par les acteurs. Ce qu'il faut savoir à ce sujet, c'est que la Commission européenne en est consciente et que la plateforme pour la finance durable de l'Union européenne travaille à une taxinomie étendue. Donc ça viendrait alimenter le reporting et peut-être complexifier le reporting, mais dans la philosophie, c'est intéressant aussi puisque justement l'objectif de cette taxinomie étendue, c'est de pouvoir classer l'intégralité des activités économiques dans une case et surtout de pouvoir valoriser les transitions, donc les stratégies d'amélioration. Vous pouvez voir ici ce à quoi ça pourrait potentiellement ressembler, donc c'est encore un texte qui est en projet, mais que je trouve assez intéressant pour comprendre finalement l'esprit aussi de la taxinomie actuelle. Donc on aurait d'un côté les activités qui ont un faible impact, que ce soit positif ou négatif, comme les services par exemple, et toutes les autres activités qui seraient classées selon 3 catégories que vous voyez ici, rouge, jaune, vert. Rouge, ce seraient les activités qui causent un préjudice important à un objectif environnemental. Jaune, ce seraient les activités qui ont une performance intermédiaire. Et c'est dans cette partie-là qu'on pourrait aussi valoriser tout ce qui est transition et stratégie d'amélioration de la performance. Et enfin, les activités qui contribuent substantiellement à un objectif environnemental. Donc on retrouve finalement dans cette petite case la taxinomie telle qu'elle existe actuellement. Donc ce qui est à retenir finalement sur la taxinomie, c'est que c'est un texte qui est constamment en évolution, dont même la philosophie en fait pourrait être amenée à changer dans les futures années. Maintenant, je vais passer à la dernière partie de notre étude sur l'appropriation des acteurs de l'article 29 de la loi énergie-climat. Donc la loi énergie-climat, cette fois on repasse à l'échelle française, puisque c'est une réglementation qui s'applique uniquement aux acteurs français. Toujours aux sociétés de gestion, finalement on pourrait dire que c'est un peu une extension du règlement SFDR, qui s'applique à la fois à l'échelle des acteurs et à l'échelle des fonds, de plus de 500 millions d'euros d'encours. On a un périmètre un petit peu restreint de fonds qui sont soumis à cet article 29 de la loi énergie-climat. Cet article 29 et les obligations de transparence reposent sur 3 grands piliers, qui sont la prise en compte des risques extra-financiers par les fonds, la publication de la stratégie d'alignement avec les accords de Paris, et la publication de la stratégie d'alignement avec les objectifs internationaux en matière de biodiversité. Donc si je commence par le premier pilier, l'appropriation des risques extra-financiers, on constate que 59% des fonds qui sont soumis à la loi énergie-climat
évalue les risques ESG lors des investissements. Ce qui est intéressant à constater aussi, c'est que parmi ces risques ESG, on a à la fois les risques physiques, donc par exemple les inondations ou les vagues de chaleur, mais aussi les risques de transition. Donc finalement, une prise en compte assez exhaustive des risques extra-financiers. Dans les risques de transition, on a par exemple les risques de responsabilité, qui reviennent très souvent, ou les risques de réputation. Vous avez ici un extrait de l'étude qui vous montre quels sont les risques physiques qui sont les plus considérés par les acteurs. Donc on voit que ce sont les inondations, les submersions et l'augmentation de la température moyenne. Bien sûr, ça dépend de la typologie de l'actif et surtout de sa localisation. Donc finalement, on a déjà une bonne prise en compte par le marché de ces risques extra-financiers. Ce qui est intéressant à voir sur ce point, c'est aussi la notion de prospective, qui revient en fait à ce que je disais au début sur les stratégies ESG, à savoir la quantification de ces risques. Et en fait, on a une double quantification à effectuer, à la fois sur le coût potentiel du risque, mais aussi sur le coût des solutions d'adaptation pour limiter ces risques. Ce calcul de coût, il est déjà pris en compte dans les normes ISSB, donc les normes internationales en matière de reporting qui sont en cours d'élaboration par l'extension de l'IFRS. Mais c'est aussi des coûts qui sont déjà demandés dans le questionnaire du CDP, donc le Carbon Disclosure Project, qui est une agence de notation extra-financière pour l'ensemble des secteurs d'activité. Donc à retenir pour les prochaines années, aller vers une quantification finalement financière des risques extra-financiers. Et enfin, pour passer sur les deux autres piliers du coup de l'article 29 de la loi énergie-climat, on retrouve les deux thématiques finalement qu'on a vues au début, à savoir l'enjeu carbone et l'enjeu de biodiversité. Parmi les acteurs soumis à la loi énergie-climat, on voit que ce sont deux thématiques qui sont relativement bien prises en compte par les acteurs, puisqu'on a 67% des fonds soumis qui ont une trajectoire de réduction des émissions de gaz à effet de serre, et 56% qui ont au moins un indicateur en matière de biodiversité. Toutefois, ce qu'on observe en analysant les publications, c'est qu'on a quand même une différence de maturité sur le marché entre ces deux secteurs, finalement, ces deux thématiques environnementales, puisque pour l'enjeu carbone, on a déjà un certain nombre d'outils qui sont à disposition, notamment le CREM, qui est un outil qui permet de définir une trajectoire de réduction des émissions de gaz à effet de serre à l'échelle de l'actif immobilier et également à l'échelle du portefeuille immobilier. On a aussi d'autres initiatives comme les Science-Based Targets ou l'initiative ACT. Donc finalement, le marché est relativement structuré autour des enjeux carbone avec des outils à disposition, ce qui est beaucoup moins le cas pour la biodiversité, puisque ce qu'on observe et ce qui est connu, c'est qu'il manque en fait un indicateur commun autour de cet enjeu. On vous a mis ici des exemples d'indicateurs qu'on avait trouvés dans les publications. Donc par exemple, un indicateur sur la qualité de la biodiversité. On a aussi le coefficient de biotope par surface qui apparaît beaucoup. On a les équipements d'accueil de la faune ou encore les indicateurs d'impact sur les usagers, mais finalement pas de définition unifiée autour de la biodiversité. Donc c'est aussi un champ d'évolution qui est traité par ailleurs dans des groupes de travail. Pour conclure, du coup, sur cette étude, donc là, vous avez eu pas mal de chiffres. Il y en a encore plus dans l'étude complète que vous retrouverez sur nos plateformes dès ce soir. Et en conclusion, ce que je voulais dire, c'est aussi que, on a vu, toutes ces réglementations, c'est très complexe. Ça forme un millefeuille avec beaucoup de données à collecter, beaucoup de données à fiabiliser aussi pour qu'elles aient un vrai sens. Et donc, ça implique aussi beaucoup de travail pour les équipes qui n'avaient pas forcément l'habitude de le réaliser. Donc finalement, ce qu'on voit, c'est que toutes ces réglementations, elles imposent soit de recruter des personnes dédiées à ces enjeux ESG, soit d'avoir recours à des conseils sur ce domaine. Voilà, ça dépend de la taille de l'entreprise, mais ce qui est à retenir aussi, c'est que toutes ces réglementations, finalement, elles viennent toucher directement à la structure des sociétés de gestion aujourd'hui. Voilà pour ma part, et je ne me suis pas présentée au début. Du coup, je suis Claire Meunier, responsable du programme Finance Responsable à l'OID. Merci beaucoup Claire. Comme Claire l'indiquait, cette étude sera présente sur nos plateformes respectives en
en ce qui concerne l'OID sur la plateforme Talon dès ce soir. Si vous avez des questions sur les chiffres que vous avez vus, vous pourrez les poser aux intervenants de notre table ronde dans quelques minutes. Moi, je voudrais juste, en complément de ta conclusion, Claire, quand même, souligner que comme l'a dit Véronique, ces travaux ils s'inscrivent vraiment dans la continuité des travaux qu'on peut mener aussi sur l'observation des pratiques ISR des fonds immobiliers. Que ce travail-là qui a été fait aujourd'hui sur les fonds non cotés, il va être complété d'ici 1 mois et demi d'un travail qui est réalisé à l'échelle des sociétés de gestion de portefeuille dans le cadre de la publication annuelle qui s'appelle le baromètre de l'immobilier responsable, où on regarde en fait tout l'univers immobilier pour essayer de mesurer sa maturité et ses attentes sur les sujets ESG. Ça, c'était un point important. Pour revenir sur le sujet de la biodiversité dont tu as parlé il y a quelques minutes, je ne peux pas m'empêcher quand même de souligner que c'est un des objets du travail du programme BIG, Biodiversity Impulsion Group, c'est de pouvoir proposer au marché immobilier le plus rapidement possible des indicateurs qui fassent la référence sur la manière de prendre en compte les risques sur la biodiversité. Et à ce titre-là, au même titre qu'il existe aujourd'hui Patadapt, nous fournirons au marché une plateforme gratuite dès la mi-novembre qui permettra d'avoir des indicateurs de risque sur la biodiversité qui seront en fait le fruit du travail que nous avons mené pendant cette première année avec l'ensemble des mécènes et des instituts scientifiques et académiques. Voilà pour cela. Concernant l'étude, moi je trouve ça quand même assez encourageant parce que tu disais 40% article 8, mais plus 25% article 9, ça fait 65%. Et encore, on regarde que les fonds publics. Et pour avoir ma petite vision sur les fonds privés, compte tenu des attentes des investisseurs, on sait aussi qu'on devrait retrouver à peu près ces mêmes métriques. Donc, entre le label ISR, la SFDR et l'eau énergie climat, le conseil est quand même très net, c'est qu'il y a une accélération fulgurante des sociétés de gestion de portefeuille sur toutes les questions ESG depuis 2 ans et demi, 3 ans. Et de mon prisme étant la transition écologique, sociale et sociétale, c'est quand même un message d'espoir et très positif. Et aussi, ce qui est intéressant de souligner dans cette étude, c'est que même si le cadre réglementaire n'est pas encore complètement fixe, et d'ailleurs c'est ce qui est problématique, la taxonomie, on a 2 objectifs sur 6 qui ont été sortis, par exemple, les acteurs n'hésitent pas à s'engager, malgré le niveau de risque et d'incertitude derrière que cela pourrait poser. Donc voilà simplement ce que je voulais dire avant de proposer justement à nos intervenants de la table ronde de venir commenter aussi cette étude et d'apporter leurs éclairages complémentaires. Donc je vais appeler sur ces jolies chaises, alors il n'y a pas de plan de table, hein, donc vous asseyez où vous voulez, Sébastien Debuire, responsable ISR et développement durable chez Eurial, Arnaud Leluédé, associé immobilier chez Epopée Gestion, et Virginie Valu, directrice recherche et ISR immobilier à la Française Rennes. C'est bien ça? La Française Rennes? La Française Rennes, voilà. Eh bien, bienvenue. Peut-être qu'avant de commencer cette table ronde, vous voulez peut-être présenter rapidement vos sociétés, sachant que ce qu'on a essayé de faire quand même, c'est d'avoir une représentativité des sociétés de gestion de portefeuille. C'est la raison pour laquelle vous n'avez pas les 3 plus grosses sociétés de gestion de portefeuille à cette table ronde. Voilà. C'était quand même important pour nous parce qu'il peut y avoir des stratégies et des impacts et une manière de s'organiser en regard de toutes ces réglementations qui peuvent être différentes. Et c'est ça justement qui est intéressant à mettre en exergue. Donc, Virginie Valu, est-ce que tu veux compléter un petit peu ta présentation? Alors on y va. Donc la Française REM est le pilier immobilier du groupe La Française. On a 50 milliards d'encours sous gestion, 30 milliards en immobilier, la moitié à destination des fonds grand public et la moitié à destination des investisseurs institutionnels. Et cette complémentarité dans la clientèle nous aide beaucoup à structurer notre démarche ESG. Merci Virginie, bienvenue. Arnaud? Donc, Epopée Gestion est une jeune société de gestion. On est né en 2020 et on a commencé l'immobilier en 2021. On a 500 millions d'euros sous gestion aujourd'hui, dont la moitié à peu près en immobilier. Notre spécificité, c'est d'être un acteur qui vise à réinvestir les territoires, en commençant par le territoire de l'Arc Atlantique, dont on est tous originaires.
Donc voilà. Et Sébastien, de dire. Et donc, Sébastien Debuire pour Real Asset Management. On est une société de gestion de milliards d'encours à peu près sur les actifs de la santé en France et en Europe. Merci pour ces petites présentations. Donc, première question que je vais vous poser à tous par rapport aux chiffres que vous avez pu voir ici, et j'imagine que vous avez pour certains reçu sous embargo l'étude en avant-première. Qu'en pensez-vous? Est-ce que ça vous apprend des choses? Nous, on sait côté OID qu'il y avait une énorme attente d'avoir des premiers chiffres et des premiers retours d'expérience sur tous ces dispositifs. Est-ce que l'un de vous veut prendre la parole? Arnaud? Oui, moi je suis marqué par l'ambition de l'industrie, notamment en matière de classification SFDR. J'ai noté que, si j'ai bien calculé, 2 € sur 3 étaient soit article 8, soit article 9. Donc je pense qu'il y a une vraie ambition, et ça c'est vraiment, à mon avis, on est fiers de faire partie de cette industrie. Après, j'ai aussi noté que, c'est pas une surprise, que le social et le sociétal restent encore le parent pauvre des thématiques ESG. Donc, nous, chez Epopée Gestion, c'est vraiment là où on aime être acteur. On viendra peut-être aux raisons qui expliquent que c'est pas encore vraiment des thèmes qui sont mis en avant, mais j'espère que ça va l'être dans le futur. Très bien. Merci. Virginie, tu voulais compléter? Alors moi, je veux bien compléter sur l'aspect quantification qui manquait. D'abord, comme Arnaud, je salue la volonté collective de tout le monde de s'inscrire sur cette dynamique, sur cette thématique. Et ensuite, je suis un peu étonnée effectivement ou surprise sur le manque de quantification d'indicateurs. Et je fais le lien avec le fait que les coûts et le financement qu'il va falloir mettre en face de toutes nos ambitions n'est pas forcément bien déterminé actuellement. Je pense que c'est le grand d'ailleurs absent de la réglementation. Comment on finance tout ça, c'est quand même une vraie question. Et pour l'instant, elle n'est pas vraiment traitée. D'accord, merci. Merci Virginie. Sébastien? Justement, on va passer, je pense, une partie de la table ronde a beaucoup critiqué les limites de ces réglementations. Je pense que c'est quand même aussi intéressant de souligner le travail qui est fait au niveau du développement durable par les réglementations. C'est-à-dire que là, en juin 2023, on aura les 2 tiers des sociétés qui vont publier sur de la double matérialité. C'est quand même quelque chose qui est, où il faut reconnaître que c'est un grand pas en avant. Surtout qu'encore une fois, je pense qu'on va pas mal critiquer la réglementation pendant les prochaines minutes. Donc c'est quand même bien de souligner qu'on part de loin et qu'il y a un pas dans la bonne direction. C'est vrai. C'est d'ailleurs, vous êtes en train d'empiéter sur la question que je vais vous poser là. Bon, je vais essayer de suivre le plan. On m'a demandé de suivre le plan, justement. Si on regarde ces chiffres, c'est ce que vous soulignez à l'instant, 2 tiers du marché et 8 ou 9, donc va devoir reporter sur ces indicateurs d'ici 2023. Sébastien, est-ce que, justement, par rapport aux indicateurs qui vont être produits dans ces rapports, vous avez une certaine appréhension? Parce que comme on a pu le souligner avant dans la présentation d'études, aujourd'hui, les critères de la taxonomie sont plutôt des critères best in class. On les dit souvent aussi élitistes. Comment est-ce que vous appréhendez le fait que potentiellement seulement quelques pourcents des encours sous gestion de la société que vous représentez soient divers et tout le reste, donc, par définition, non vert? Alors, en effet, pour nous, on a 200 actifs aujourd'hui en portefeuille. Donc, on aura un pourcentage d'alignement taxinomique extrêmement faible. Et c'est vrai que ça représente un problème parce que ça pousse les gens, les nouveaux fonds, à acheter du neuf. On parlait tout à l'heure de MiFID, de IDD, qui va aussi pousser les gens à aller vers plus d'alignement taxinomique dans l'investissement. Et donc, on vise une transition durable où on investit uniquement dans des bâtiments neufs, dans de l'artificialisation des sols. Et je ne suis pas sûr que ce soit la solution aujourd'hui. Et nous, c'est un peu ce qui nous fait peur, c'est cette préférence pour les bâtiments neufs via ces... Alors moi, j'aimerais bien comprendre ce lien de causalité, justement. Pourquoi le fait que la taxonomie soit élitiste arrive nécessairement à la conclusion qu'on devrait investir plus dans le neuf? Il y a quand même ce qu'on appelle les DNSH
do not significant harm qui sont censés être là en garde-fou, non? Alors, il y a une question d'interprétation sur les DNSH qui est est-ce qu'on a le droit de quand même investir dedans et juste reporter sur ces DNSH ou est-ce que c'est un garde-fou de reporting ou un garde-fou garde-fou? Tu veux répondre, Virginie? Non, mais après, le DNSH qui a trait à l'artificialisation des sols, hein, il décrit très clairement les terres qui doivent être protégées. Et c'est quand même très, très léger. Hein. Donc, ce que vous êtes en train de dire là, c'est que malgré le fait qu'on ait introduit des DNSH pour l'activité de construction neuve, en France, il suffira de faire du RE 2020 pour pouvoir être vert au sens de la réglementation. Mais est-ce que finalement ça change vraiment quelque chose pour vous? Parce que vous savez, à l'OID, on a 5% du marché immobilier tertiaire en base de données de consommation énergétique réelle et les bâtiments neufs sont pas plus DPE-A ou top 15% que les autres. Hein. C'est pas les bâtiments certifiés qu'on retrouve dans ces critères. Donc, si pour le promoteur immobilier, on voit le lien de causalité direct, construire des RE 2020 avec des critères légers lui permet de produire du chiffre d'affaires vert. Pour vous qui exploitez des bâtiments, in fine, vous aurez peut-être des bâtiments neufs, mais ils resteront hors du top 15% dans la plupart des cas. Non? Je sais pas. Je peux répondre, c'est tout le problème pour moi de l'indicateur choisi par taxonomie, qui est ce DPE, qui est un calcul théorique et qui ne correspond absolument pas à la réalité. On a des immeubles DPEA qui ne font effectivement absolument pas partie du 15% et inversement des immeubles DPEC qui font partie du 15%. On oublie complètement l'utilisateur, on oublie complètement la vie réelle en se basant uniquement sur des calculs théoriques et ça effectivement c'est un peu problématique. Mais nous, société de gestion, si on nous livre un immeuble en DPEA, il est évident qu'on va compter aligné avec taxonomie, quand bien même il sortirait du top 15%. Je pense que là-dessus, on va être clair. Non, mais je suis très d'accord, mais c'est pour ça que ce lien de causalité pour les gens qui sont surtout sur une activité acquisition de propriété, je pense pas qu'il soit si clair que ça, dans le sens où finalement, au final, vous aurez des immeubles à exploiter qui, même s'ils sont neufs, ne respecteront pas les critères très élitistes, vous l'avez dit, sur l'activité d'exploiter des immeubles. Je vais essayer de suivre mon déroulé, justement, parce qu'on parle beaucoup d'environnement, et c'était justement la question pour toi, Virginie. 82% des fonds classés article 8 ont des caractéristiques environnementales et sociales, alors que 62% des fonds classés article 9 ont seulement un objectif sur le plan environnemental. Qu'est-ce que tu voulais dire par rapport à ça? Je pense que la question, elle tient à pourquoi actuellement la taxonomie ne s'intéresse qu'à l'environnement, et en fait, c'est même pas à l'environnement, c'est qu'à l'énergie. On laisse complètement de côté un pan sociétal, et ça, je pense que vous êtes bien placé pour en parler, donc je vous laisse en parler. Je comprends que la taxonomie est une réglementation qui va venir s'enrichir au cours des années. Ce qui est un peu dommage, c'est que nos investissements dans nos actifs immobiliers, c'est des investissements qui vont être là pour le long terme, et qu'en séquençant de telle manière la réglementation, en fait, finalement, on va revenir à s'intéresser qu'à l'énergie. Je prends un exemple, par exemple, l'énergie, c'était le premier, la biodiversité est en train d'arriver. Si j'ai déjà mis des panneaux photovoltaïques sur ma toiture, je peux pas la végétaliser. Et donc, ce séquençage, en fait, il est très dommage parce que tout est lié et intrinsèquement lié. Et en fait, il faut qu'on traite tout en même temps, sinon ce qui sera traité après, en fait, sera forcément maltraité puisqu'il n'y aura pas forcément la place de traiter. Bien sûr, on est 100% d'accord avec ça. Donc nous, on a la moitié de notre territoire en Bretagne et la Bretagne a quand même inventé les bonnets rouges et les gilets jaunes. Donc si on a bien appris quelque chose, c'est que pour faire de l'environnemental, il fallait aussi faire du social à côté, sinon on n'avançait pas. Donc ça, c'est notre conviction et je pense que c'est aussi la conviction au final des épargnants. On a été marqué par une étude de Schroders d'il y a une semaine ou deux, mondiale, qui mettait en avant que les aspects climatiques étaient une préoccupation des épargnants, mais la cinquième, et que les premières préoccupations, c'était l'éducation, la lutte contre les inégalités, des problématiques plutôt sociales. Donc le climat et les sujets environnementaux, il faut les défendre, il faut les mettre en avant. Voilà, il y a des rapports du GIEC qui soulignent l'urgence.
mais il faut traiter les thématiques ESG dans leur globalité. Si on oublie le S et le G, on n'avancera pas sur le E. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est la raison pour laquelle justement on essaie d'avancer là-dessus sur des groupes de travail à l'OID. On est parfaitement d'accord par rapport à ça, mais du coup, si on essayait d'illustrer, quand on est gestionnaire d'un patrimoine immobilier, quels objectifs on peut se fixer en termes de social? Alors nous, on a choisi de mettre l'accent sur la thématique qui était la moins utilisée par nos confrères, à savoir l'impact territorial positif, qui est voilà l'axe. C'était le parent pauvre. Le S l'est déjà, mais au sein du S, l'impact territorial positif l'était encore plus. Donc nous, on cherche à investir dans des zones qui nécessitent une activité économique, avec, en se référant tout simplement à ce que l'Observatoire des territoires, organisme gouvernemental, met en avant. On cherche à héberger des emplois avec des preneurs qui ont un impact positif. On utilise le référentiel des Nations Unies, notamment pour déterminer le caractère positif ou négatif de l'activité d'un preneur. Donc c'est tout un ensemble de choses qui, à notre avis, bien sûr, on pondère des sujets environnementaux. On mesure la consommation énergétique de nos bâtiments, mais on mesure aussi leur impact social et on essaie d'être performant sur les deux. Merci Arnaud. Sébastien, tu peux le compléter? Juste ouais, sur l'impact social, parce que on défend aussi ce côté-là. La net paroisse. Non, mais c'est ça. Et puis, en fait, surtout l'immobilier, on travaille sur des actifs qui sont enracinés dans des territoires. C'est étonnant qu'on soit obligé d'attendre aussi longtemps pour commencer à vraiment travailler sur ces critères. Et quand on achète un bâtiment, on n'achète pas une action Danone. Ça s'inscrit dans un territoire, ça permet à des gens de venir, des gens d'y travailler, des gens d'y vivre ou d'y être soignés. Et, et c'est vrai que c'est dommage qu'on ait dû attendre aussi longtemps pour que le social commence vraiment à commencer à être pris en compte dans l'immobilier. La taxonomie sociale, Claire, c'est pour quand? Pas tout de suite. Pas tout de suite. Alors, pas tout de suite, je sais pas quand c'est, mais c'est pas tout de suite en tout cas. Mais en tout cas, c'est en préparation, il me semble. Oui, mais pas planifié. Pas planifié, d'accord. Bon. Alors, je m'excuse, on va quitter le social, on va revenir un peu sur l'environnemental parce qu'il y a quand même une problématique que vous avez tous soulevée, c'est la question de la donnée. Et je sais qu'on en parle de façon périodique, ça devient presque lassant, puisque ça fait quand même depuis le Grenelle de l'environnement qu'on est censé collecter des données énergétiques. Mais vous avez tous soulevé la problématique de maturité du marché vis-à-vis de la collecte et de la fiabilisation des données, comment s'y prendre, et aussi, ensuite, ce qui est nouveau avec cette réglementation, c'est qu'il va falloir transformer des données de gestion en données financières. Dans des grands groupes, il va falloir faire parler une direction RSE et une direction financière. Tu veux commencer, Virginie? C'est toi le grand groupe aujourd'hui? Alors nous, très grand groupe de 30 personnes, on a plusieurs bureaux, donc on a toujours ces problématiques, bien sûr, de faire travailler les gens ensemble, mais je pense qu'il y a une vraie prime aujourd'hui à la simplicité des portefeuilles et nous, on a la chance d'avoir un portefeuille déjà franco-français, même régional, sur une zone régionale bien définie. Et quelque part, c'est pour nous, en termes de fiabilisation de la donnée, ça a aujourd'hui une vraie valeur. On sait qu'on a une vraie chance par rapport à des acteurs comme la française, par exemple, qui ont des portefeuilles beaucoup plus conséquents et internationaux à gérer avec des normes qui diffèrent. Nous, on a 37 actifs, on connaît les prénoms de nos locataires, donc c'est sûr que c'est beaucoup plus simple d'avoir accès à la donnée fiable. Pour nous, le challenge, ça va être de garder ce critère d'exigence en grandissant. D'accord, je comprends. La simplicité. Oui, alors nous, effectivement, alors, je ne connais pas le prénom de tous mes locataires. En revanche, sur la donnée, d'abord, il y a une vraie question, c'est que toute cette réglementation, elle est faite effectivement pour accroître la transparence et pour permettre une comparabilité aux investisseurs finaux. On s'aperçoit qu'en fait, on est tous en train de mesurer les choses un peu différemment, donc je ne sais pas très bien où est la comparabilité. Après, ça me gêne pas trop parce qu'en fait, on est finalement dans une période de transition où il faut accepter d'aller vers un mieux et d'avoir 2-3 ans un peu flottants, on va finir par pas y arriver. En revanche, effectivement, il est très important d'avoir des organismes de place où nous, acteurs, comme on peut tous discuter ensemble pour harmoniser effectivement tous nos indicateurs.
Donc là-dessus, c'est très important. En revanche, dans la donnée, il y a quand même là aussi un gros oubli de la réglementation. C'est le fait qu'une grosse partie des données elles remontent des locataires et que pour l'instant, ils sont plus ou moins, on va dire, incités selon les pays à remonter ces données. En France, on est dans un pays où ils sont plutôt très incités. Or, j'imagine que vous partagez tous des difficultés pour récupérer la collecte de vos locataires. Donc, vous pouvez imaginer dans les autres pays d'Europe où c'est quelque chose qui est absolument pas connu. Récupérer la donnée de locataires, c'est très très compliqué en dehors de la France. Et en Allemagne, par exemple? Très très compliqué. En Espagne? Je ne sais pas, On sait même pas. Très compliqué, même par rapport à l'Allemagne. D'accord, parce que non seulement il y a la collecte de données, mais puis après, il y a sa fiabilisation. Vous vouliez compléter, Sébastien? Juste en termes pour illustrer en termes de collecte de données, on a passé 1 an, une équipe de 2 à vraiment harceler nos 200 locataires. À la fin, on arrive à 10% de données énergétiques collectées. En France? Sur tout notre périmètre. Et en fait, ce 10%, c'est la France et le décret tertiaire. Et un de nos exploitants qui est particulièrement motivé sur ces sujets et qui a été très heureux de nous donner ces données. Et très bien. Est-ce qu'il y a une typologie justement d'exploitants ou de preneurs avec lesquels il va être plus compliqué justement d'avancer sur ces sujets ESG? Alors, j'ai l'impression que c'est assez géographique. C'est-à-dire que typiquement, les anglo-saxons, donc les Pays-Bas, le Royaume-Uni et anglo-saxons et les Irlandais sont assez intéressés par ces sujets. Par contre, dès qu'on se rapproche plus de la Méditerranée, c'est des sujets, je sais qu'au niveau, nous, Espagne, Portugal, Italie, c'est des sujets vraiment qui les intéressent beaucoup moins. Je ne saurais pas expliquer pourquoi, mais on a remarqué qu'il y avait des pays, en tout cas des régions qui étaient beaucoup plus sensibles que d'autres. Un peu ajouter sur la collecte des données, j'allais dire peut-être naïvement, moi il y a 5-10 ans, je me disais qu'en fait ce point-là, il allait sauter au fur et à mesure que le marché se structurait ou se maturait. En fait, pas vraiment, il y a de plus en plus de grands groupes qui considèrent que c'est de la donnée sensible et qui ne souhaitent pas la partager avec les propriétaires. Probablement parce qu'eux-mêmes ont des objectifs très ambitieux et ne veulent pas être pris en défaut sur un ordre actif. Et donc, on est face à des groupes très structurés qui ont des politiques très ambitieuses et très publiques et qui, pour autant, pour l'instant, refusent un peu de partager leurs données. Donc ça, j'espère que ça va évoluer dans le temps. Je pense qu'il faut que ça passe par la réglementation, tout simplement. À notre sens, nous on le vit au quotidien côté OID parce que pour ceux qui le sachent, on a lancé un programme européen et dans le cadre de ce programme européen, on aimerait pouvoir à terme produire des top 15, top 30 dans les principales économies. Et on se retrouve, même si la donnée est collectée, confronté à ce problème, c'est que dans la plupart des pays, seulement sur les parties communes que les données sont remontées et il n'y a absolument pas cette notion de données preneurs. Alors qu'en France, la réglementation même, le décret tertiaire, réfléchit à l'échelle de l'entièreté du bâtiment, même si on peut lui reprocher d'autres choses, mais au moins à l'entièreté du bâtiment. Là, vous avez traité un pan de la question de la donnée. Moi, je pense que c'est aussi intéressant d'avoir votre retour peut-être sur la manière dont on s'organise pour faire communiquer des données de gestion avec des données financières. Est-ce que vous avez quelque chose, un témoignage à apporter là-dessus ou c'est peut-être trop précoce? Je ne sais pas, Virginie, tu aurais des choses à dire? Très compliqué. Alors, on voit bien que la réglementation veut nous emmener là-bas, donc on y va. Très franchement, c'est la première fois que je travaille avec les comptables sur ces sujets-là. Enfin, ça va être un énorme sujet, quoi. Un très très gros sujet. Mais pour l'instant, très franchement, on n'y est pas. C'est un frein culturel ou plus un frein technique lié aux outils informatiques? Pour moi, c'est un frein technique lié enfin, c'est un frein technique et culturel. C'est juste qu'on n'a pas l'habitude de réfléchir comme ça. Et puis, en fait, tu vas devoir quantifier et dans ta comptabilité quelque chose qui, en fait, n'existe pas vraiment. Donc, tu as presque besoin de faire une double comptabilité. Donc ce qui est un peu bizarre quand même. Mais je pense qu'on va y aller. Je sais pas tout. Non, c'est le même feedback. Globalement, alors autant quand on est une jeune société de gestion, c'est simple parce que les portefeuilles, on les maîtrise bien et ils sont encore à une taille
facilement appréhendable. Autant la difficulté, c'est dans des processus complexes qui nécessitent beaucoup de compétences et d'expertises diverses. Typiquement, voilà, le fait de ce type de passation entre des données techniques et des données comptables, là, il faut s'équiper et c'est beaucoup plus compliqué. Ouais. On peut le constater, je pense qu'on pourrait faire une conférence sur ce sujet. En tout cas, je vous propose un petit peu d'avancer dans le déroulé sur les sujets relatifs à la biodiversité. Je crois que vous vouliez en parler en particulier, Arnaud. Alors, en tout cas, je peux en parler si tu le veux. Bah, écoute, je crois que c'est un sujet qui est amené à se développer. Vous avez fait une infographie avant l'été passionnante avec des chiffres clés sur le sujet qui soulignent l'importance et le lien avec, bien sûr, l'immobilier, à la fois le lien de voilà, l'immobilier, l'impact négatif qu'il peut avoir sur la biodiversité et l'immobilier aussi comme solution. Donc voilà, vous avez souligné la nécessité d'un indicateur commun. Mon avis personnel, qui n'engage que moi, c'est que le coefficient de biotope de surface, en tout cas nous, c'est ce qu'on utilise. C'est quelque chose qui commence à avoir une certaine ancienneté, qui est à mon avis assez répandu, notamment dans le cadre du label ISR, et qui est assez lisible au final. Alors je pense que tous les acteurs sont pas aussi fans de l'indicateur parce que je pense qu'à la défense, notamment, c'est pas des données qui sont très bonnes. Mais en région, c'est peut-être plus facile, avec du foncier qui coûte moins cher, de garder des surfaces non imperméabilisées sur ces sites, ça coûte moins cher. Donc en tout cas, nous, on l'utilise et on le trouve assez utile. Je pense qu'un certain nombre d'écologues ne sont pas aussi très fans de cet indicateur qu'ils trouvent trop simpliste. Mais c'est de la vulgarisation, mais au final, c'est comme ça qu'on éduque, je pense. Oui, bien sûr, bien sûr. Et d'ailleurs, par rapport à ça, ça me permet un peu de mettre les pieds dans la porte. Je pense que c'est un des objets de la poursuite de notre partenariat avec la SPIM, de pouvoir comprendre derrière les critères ESG qui sont choisis dans les grilles ISR, quelles sont les définitions exactes, de manière à avoir une meilleure compréhension technique beaucoup plus fine de ce sur quoi les différents acteurs se fixent des objectifs. À terme, probablement en 2023. Voilà. On n'a pas parlé de gouvernance encore, et pour autant, on l'avait vu déjà dans l'Observatoire des pratiques de labellisation ISR, s'il y avait quelque chose à retenir, c'est qu'à partir du moment où les sociétés de gestion s'engageaient dans ces démarches, que ce soit en interne en recrutant ou en externe en passant par des conseils, les ressources financières allouées aux ressources humaines pour pouvoir accompagner toute la montée en puissance de la boîte étaient débloquées désormais. Donc, à peu près toutes les sociétés de gestion de portefeuille. Donc ça, c'est un aspect de la gouvernance, mais il y a aussi l'aspect de la gouvernance qui consiste à embarquer les parties prenantes, qui est très bien adressé par le label ISR, et peut-être qui est moins présent dans cette réglementation. Je crois que c'est toi, Virginie, qui avait un retour ou une expérience à partager là-dessus. Alors sur la gouvernance, effectivement, la réglementation européenne et française ne dit pas grand-chose. Alors elle adresse évidemment la question lien à l'investisseur, parce que plus de transparence pour permettre à l'investisseur de faire son choix. Elle dit quand même une chose assez intéressante sur la politique de rémunération. Et très clairement, en interne, se fixer des objectifs ESG liés à la part de variables, en fait, ça aide tout le monde à s'y mettre. Et sur le reste de la gouvernance, c'est-à-dire interne, comment j'embarque l'ensemble des parties prenantes dans ma démarche, là je trouve qu'effectivement il faut compléter avec le label ISR, qui pour moi est sur ce point-là absolument remarquable. Je trouve que le retour d'expérience qu'on a sur le label ISR, c'est que ça a permis de fédérer tout le monde. Donc ça permet d'installer une gouvernance tout à fait remarquable sur ces sujets-là. Donc, je le conseille très largement. Et sans faire cocorico quand même, ce que ça souligne tout cela, c'est qu'il y a un manque de maturité des gens qui ont défini ces critères sur la manière dont le marché immobilier fonctionnait. Cette maturité étant acquise en France du fait de l'historique des normes et des réglementations comme le label ISR. Et probablement qu'ils y viendront,
Et moi, je connecte ça complètement au sujet aussi des consommations énergétiques preneurs. Il y a un manque de compréhension du secteur immobilier. Et dans un contexte où tous ces dispositifs de la finance durable au niveau européen sont mouvants, il y a probablement un coup à jouer, Véronique, en allant pousser les bonnes pratiques françaises. Voilà. Bref, j'en dis pas plus. Tu voulais compléter, Arnaud, sur la gouvernance? Non, pas particulièrement, mais je pense qu'il y a des bonnes pratiques, effectivement. Là où je vous rejoins, c'est le label ISR en matière de gouvernance oriente et même parfois impose des pratiques qui sont voilà, au final assez facilement assez facile à mettre en place et totalement bénéfique. Nous, chez Epopé, on en a adopté un certain nombre en matière de rémunération liée à la performance ESG, rémunération de la société de gestion, des collaborateurs, intégration de nos prestataires de services à notre politique ESG. Donc, et ça, on l'a fait vraiment grâce au label ISR qui nous a orientés et nous a donné la méthode. Très bien, merci. Avant de passer la parole à la salle, dans le cas où elle aurait des questions, ou peut-être en ligne, je ne sais pas, tu me diras, Nathalie, pas pour l'instant. Moi, je voulais quand même qu'on puisse aborder le sujet de l'article 9. J'aimerais avoir votre avis sur ce qui ressort de l'analyse qu'a présentée Claire plus tôt, et aussi une question sous-jacente, c'est plus parce que je connais pas, est-ce qu'on peut déclasser ou reclasser facilement un fonds qui serait article 8, le reclasser en article 9, ou déclasser un fonds article 9 en article 8, parce que si j'ai bien compris, on est en attente d'une réponse. C'est quand même la question que tout le monde se pose, je pense, et auquel malheureusement on n'apporte pas toutes les réponses ce soir, mais vous pouvez peut-être nous éclairer. Quelqu'un veut parler de l'article 9? Moi, je veux bien juste donner la perspective, parce que nous, on fait aussi du private equity et de l'infrastructure, et on a choisi de classer nos fonds private equity et infrastructure article 9 et notre fonds immobilier article 8 parce qu'on n'avait pas la visibilité suffisante et on avait peur de ce risque voilà, de déclassement qui pouvait assez rapidement s'assimiler à du social washing. Voilà, donc on préfère commencer prudemment, article 8, et essayer de mieux comprendre la réglementation en temps et en heure, notamment quand la taxinomie sociale sera publiée, et on verra après si on revoit notre ambition à la hausse. Et d'un point de vue juridique, il est possible et non coûteux de reclasser a posteriori un fonds qui serait article 8, article 9? Notre compréhension, c'est que ça dépend assez largement de sa clientèle. Si on a une clientèle grand public ou si on a une clientèle institutionnelle, avec la sensibilité que ces clientèles ont et la protection qui leur est apportée. Mais même nous, on a une clientèle plutôt institutionnelle, on a préféré être prudent sur la question en étant article 8, alors que pourtant on est plutôt ambitieux dans la stratégie ESG. Mais... Virginie, Sébastien, vous voulez compléter peut-être? Pareil sur l'article 9, que ce soit pour l'immobilier ou le non-immobilier, quand c'est sorti donc en mars 2021, il y a eu pas mal d'acteurs. Tout le monde s'est posé la question du risque de se mettre en article 9, enfin, le reward risque, à quel point ça m'aidera à mieux vendre mon fonds et quel risque je prends. Aujourd'hui, on en voit certains revenir sur justement revenir de l'article 9 parce que les ESAS ont précisé certains points. Et c'est vrai que pour ceux qui ont voulu être dans l'honnêteté tout du long, tu parlais de sustainable washing, voilà, de lavage durable. C'est vrai que ceux qui ont moins pris le risque et qui ont perdu comme ça des opportunités d'investissement en voulant être honnête, c'est intéressant de voir les autres rétro-pédaler en se disant « Ah en fait, on est moins vert que ce qu'on avait dit ». Et je pense que ça va se stabiliser au bout d'un moment, mais pour l'instant, en tout cas, on voit pas mal d'articles 9 et de sociétés de gestion dire on a peut-être été un poil ambitieux. Nous, ce qu'on voit de la part des investisseurs, alors sur les articles 9, on va dire que tout est flou et que ce qui est un peu plus encadré ou un peu plus fléché, c'est les objectifs d'investissement durable avec
des objectifs alignés avec les objectifs internationaux prévus par les accords de Paris. Concrètement, les émissions de CO2, pour moi, c'est le plus fléché. Et après, ce qu'on voit du côté de nos investisseurs, c'est qu'en fait, ils ont eux-mêmes une lecture critique des articles 9 des différents produits. C'est-à-dire que en fait, ils achètent pas juste l'article 9, ils sont capables d'avoir une lecture critique de ce que font chaque société de gestion derrière. Les investisseurs institutionnels. Ouais, les investisseurs institutionnels. Français. Français. Très bien, merci. Avant, moi j'ai toute une liste de questions pour pouvoir continuer un petit peu à creuser certains points, mais il y a peut-être la salle, je vois l'heure qui tourne, qui peut avoir des questions. J'en vois deux. On va faire passer mon micro, peut-être ce sera plus simple. On peut réagir sur une question. C'est possible de réagir. Yves Diolsin, bonjour. Bonjour Yves. J'ai plusieurs remarques. La première, je crois qu'il faut se préparer à ne plus parler d'extra-financier, parce que tout ceci est financier. D'ailleurs, on peut noter que le terme qui est utilisé maintenant, c'est reporting durabilité. Et justement, sur l'aspect comptabilité, j'ai un petit regret à exprimer. Vous avez parlé 2 fois tout à l'heure dans la présentation, c'est clair, je crois, d'ISSB. Alors, en dehors du fait qu'on peut regretter que Emmanuel Faber ait complètement retourné sa veste et prône maintenant la simple matérialité, je crois qu'en face de l'Europe, l'Europe n'a pas dit à ISSB, préparez-moi quelque chose, l'Europe a dit à l'EFRAG, préparez-moi un corpus de normes, précisément avec cette ambition d'avoir une double matérialité à un moment donné. Et bien sûr que la comptabilité anglo-saxonne, peut-être comme, je ne sais pas si la guerre est perdue d'avance, comme ça a été le cas sur les FRS, mais dans la préparation, en tout cas soutenir l'Europe, dans la manière de voir les paramètres les indicateurs tels qu'ils vont exister en double matérialité, ça passe aujourd'hui plutôt par les FRAC que l'ISSB, ne serait-ce que pour soutenir l'Europe. Et la dernière remarque que je voulais faire, c'était pour Arnaud. Même chez Gessina, on a commencé par le coefficient de biotope. Bon. Mais avec le temps, effectivement, on comprend que le coefficient de biotope, c'est complètement à côté de la plaque, puisqu'on peut avoir des hectares et des hectares de monoculture qui ne font rien sur la biodiversité. Je crois que si on suit l'exemple du carbone, si on regarde ce que fait Science Based Targets for Nature, si on regarde le travail qui va être fait sur l'alignement, parce qu'il sortira au final de Montréal et de la COP 15 de cette année, mais il y aura un moment donné un alignement. Est-ce que ça sera sur le SMA, hein, l'abondance moyenne des espèces? Mais il nous faut développer d'autres indicateurs que la surface, parce que le problème de la frontière planétaire en termes de biodiversité, c'est la richesse des espèces, c'est la diversité génétique et c'est aussi la préservation des services écosystémiques. Donc on a à réfléchir, j'espère que BIC va faire avancer les choses, notamment pour le secteur immobilier, qui a pris un temps d'avance. Hein, le label Biodiversity, c'est en 2015, le plan de la ville de Paris, c'est 2011, Beaugrenelle, 7000 m² de prairies végétalisées qui ne sont justement pas du sébum monoespèce, c'est quelque chose qui date déjà de presque 10 ans. Il faut conserver cet avantage et je pense que ça passera par en complément du coefficient biotope. Voilà. Pardon pour peut-être d'avoir été un peu long. Bon, je pense que Arnaud a un droit de réponse. Et... Bien sûr, non, mais l'intérêt du coefficient de biotope de surface, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est la loi Allure. Hein, donc, c'est des gens beaucoup plus compétents que moi qui l'a vraiment institutionnalisé comme mesure de diversité. Alors après, est-ce que c'est améliorable? Probablement. Moi, simplement, j'attire l'attention sur le fait que il faut pas casser le thermomètre parce qu'on n'aime pas la température qui est donnée. Je pense qu'il y a certains acteurs qui n'aiment pas le coefficient de biotope des surfaces parce que la donnée qui est remontée ne leur plaît pas. Parce qu'ils sont sur des allocations d'actifs qui sont assez, voilà, avec un impact en biodiversité qui est vraiment mauvais, qu'ils essaient de compenser avec des perchoirs et des ruches, et qui derrière sort un coefficient de biotope de surface mauvais. Je pense qu'en région, nous, on a une chance, c'est qu'on arrive plus facilement à des bons coefficients de biotope de surface. Est-ce que c'est la panacée? Est-ce que c'est pas améliorable via un autre indicateur? Sûrement que si. Je pense que ce que vous avez dit tout à l'heure aussi est très vrai, c'est-à-dire que les chiffres le montrent. Il y a encore 3 ans, nous, les attentes sur le sujet de la biodiversité dans le secteur immobilier étaient quasi nulles. Donc en fait, on a un sujet qui est en pleine transition et le coefficient de biotope, c'est
peut-être une approche réductrice de l'enjeu, mais c'est une première approche pour sensibiliser les gens au fait qu'il faille C'est une désormais s'intéresser. vulgarisation. Voilà, c'est ça. Je pense qu'effectivement, il ne faut pas oublier l'aspect simplicité. Hein. C'est-à-dire qu'il y a des spécialistes et c'est très bien, mais il ne faut pas oublier qu'après, on vend aussi à du client particulier, il ne faut pas le perdre. La simplicité a aussi des avantages. Voilà. Je ne dis pas qu'il faut s'arrêter à ça, mais je dis qu'il faut connaître quelques avantages à ce réflexion. Ça, c'est sûr. C'est pas ce qui est prévu dans le Big, en tout cas. Ça sera plus compliqué. Mais ça sera le 22 novembre. Je crois qu'il y avait une question là-bas. Oui, si vous pouvez vous présenter. Bien sûr, Sébastien Despour, Énergie Demain. On est des spécialistes de la data. On a toutes les données sur tous les bâtiments dans toute la France. Donc, n'hésitez pas à nous appeler. On prépare en ce moment une étude sur les futurs actifs échoués. C'est-à-dire de dire sur le parc du bâtiment français, voire même au niveau logement, qu'est-ce qui, à horizon de 10 ans, 20 ans, 30 ans, n'aura plus de valeur. Ça m'amène en fait, pourquoi je parle de ça, c'est parce que de plus en plus de la part des banques, on en parle beaucoup, il y a cette omniprésence de la notion de fonds propres affectés au crédit, c'est-à-dire quel est le volume de fonds propres qu'il va falloir que je consacre pour pouvoir continuer à prêter. Et je pense que dans la conséquence de tout ce qui est ESG, d'une manière générale, des règlements du climat, c'est véritablement là-dessus où on va voir les choses bouger plus rapidement. Comment vous faites actuellement pour faire de l'effet de levier sur vos actifs? Virginie. Alors, j'allais dire que plus que les caractéristiques durables des actifs, c'est bien les taux de financement qui ont un impact pour l'instant sur l'effet de levier. Et, voilà. Sur les banques, il y a certaines banques qui ont mis en place des financements verts, mais les critères sont encore assez généralistes, on va dire. Ça ne va pas tellement plus loin que savoir si l'actif est certifié ou pas. Donc, je pense que là-dessus, effectivement, les banques ont un rôle à jouer et peuvent s'améliorer, on va dire, dans leur expertise sur ce sujet. Il y a des travaux pour une d'ailleurs. Et juste pour la petite anecdote, moi j'avais essayé de regarder quel était l'actif le plus vert au sens des critères qu'on regarde ici. C'est un petit immeuble de bureau de 2 étages sans ascenseur avec des parties communes non chauffées, non climatisées, situé dans un parc de petits bâtiments en périphérie de ville en région. Donc c'est en général tout ce que les investisseurs, et les banques ne veulent pas financer. Voilà. Donc il y a quand même un paradoxe aussi par rapport à ça. D'ailleurs, c'est le seul bâtiment qui, je pense, peut espérer avoir un diagnostic de performance énergétique. Oui, non, c'est vrai. Nous, on n'a pas on a la chance de ne pas avoir ce souci pour l'instant de par notre collègue, donc on n'a pas grand-chose à dire sur ça. On a un problème de riches, je crois. Après, on peut peut-être parler des stranded assets, là, les actifs échoués, qu'on aimerait bien voir venir. Si on regarde un peu avec recul ce qu'on voit en Europe et où est-ce qu'il y a vraiment des stranded assets, ce sont tous les pays où la réglementation a conditionné l'allocation à un certain niveau de performance énergétique. C'est-à-dire c'est le cas en résidentiel en France et on voit bien qu'il y a des vraies décotes. Sur le tertiaire, pour l'instant, la réglementation qui est le dispositif éco-énergie tertiaire ne fait pas apparaître de décote significative et donc ne fait pas courir de risque de stranded assets sur une partie du parc, y compris la plus énergivore. En général, quand il y a risque, il y a opportunité, non? Ça va finir par arriver, il faut que le marché et que les acteurs s'en saisissent. C'est-à-dire que, encore une fois, un immeuble, je pense, qui est localisé en plein centre du QCA, quand bien même il serait un peu énergivore, je ne suis pas sûre qu'il désintéressera tout le monde. Et effectivement, après, il y a la question de la pertinence des indicateurs cognitifs. Après, je l'appelle de mes voeux, et j'aimerais beaucoup, ça nous aiderait beaucoup tous. Je pense qu'effectivement, une réglementation qui conditionne l'allocation à un niveau de performance énergétique, c'est ce qu'il y a de plus facile, on va dire, pour faire avancer la cause pour tout le monde. Je pense qu'au-delà de la réglementation, il y a quand même en ce moment le facteur économique qui est en train de revenir à grands pas avec l'augmentation du prix de l'énergie. On a fait des petits calculs de coin de table, va nécessairement avoir des renégociations bailleurs-preneurs assez costauds d'ici la fin d'année, je pense. Alors, j'espère beaucoup. Pour l'instant, nous, on avait calculé que les coûts de l'énergie, je crois que c'est 20% des charges. 20% des charges, c'est ça. Ouais, 20% des charges. Et donc, en loyer chargé, ça représente 4% du coût du loyer chargé.
Donc, quand bien même vous prenez x2, en fait, Ça dépend le loyer. Ça dépend, on est d'accord que ça dépend Ça du dépend, loyer, mais on oui. était parti sur un loyer à 400, donc tu vois, on n'était même pas parti sur des loyers du coup ça Mmh. pour être juste. Donc c'est vrai que on va dire que comme tu dis, l'explosion du coût de l'énergie va nous aider dans ce sens-là, alors qu'avant, effectivement, le coût de l'énergie en fait était trop faible pour susciter un véritable intérêt de la part des utilisateurs. Je nuancerais ça quand même en disant que les coûts de l'énergie ont explosé, mais que les CAPEX aussi ont explosé, puisque les coûts de la construction ont explosé en même temps. Donc les ROI sont plus ou moins restés stables. Donc je ne sais pas si c'est vraiment la solution pour moi. Oui, mais du coup, ça donne la part belle à toutes les actions qui relèvent de l'exploitation, avec les services immobiliers, et ce qu'on appelle en ce moment la sobriété, c'est-à-dire une utilisation raisonnable de l'énergie. Voilà, tout ce qui ne nécessite pas de CAPEX, mais tout ce qui est investissement, il faut pas, à mon avis, on entend beaucoup cette musique comme quoi l'explosion des coûts d'énergie va être la solution. Il y a aussi le dénominateur à prendre en compte qui explose en même temps. Je suis bien d'accord, mais je pense qu'il y a une asynchronie entre l'augmentation du prix des matières premières et l'augmentation du prix de l'énergie qui, elle, est immédiate. Donc, à moyen terme, je suis d'accord avec vous. Bref, est-ce qu'on aurait d'autres questions dans la salle? Je vois l'heure qui tourne, il est presque 20h. Non, on est bon. Vous vouliez peut-être dire un dernier mot avant qu'on conclue? Souligner, comme l'a fait Sébastien, qu'effectivement, et on avait eu cette discussion avec Yves sur le fait qu'on avance quand même énormément. Et que si on regarde, quand on regarde maintenant, on peut être un peu frustré sur certaines limites. Et que quand on regarde tout le chemin parcouru, on a quand même parcouru beaucoup de chemin et la direction est la bonne. C'est Virginie. Moi, mon plus gros point d'inquiétude dans tout ça, c'est les barrières à l'entrée que ça crée en matière de gestion, ces obligations. On est plus dans la conformité quand même que dans l'ESG, je pense, aujourd'hui. Et pour de jeunes sociétés de gestion, ces compétences nécessitent du temps homme et des coûts. Donc voilà, je pense que c'est des barrières à l'entrée, ce qui pour une industrie en matière d'innovation est pas forcément, à mon avis, l'idéal. Donc voilà, je pense que les simplifications sont toujours les bienvenues. Après, une fois qu'on a dit ça, bien sûr, en tant que citoyen, que père, qu'employeur, voilà, j'essaie bien sûr avec beaucoup de bienveillance qu'on voit ce genre d'initiative et de nouvelles réglementations en place. Merci. Arnaud, Sébastien, le mot de la conclusion. J'ai commencé avec un message d'espoir, je vais finir avec l'inverse. Non, parce qu'on parle beaucoup de transition écologique, environnementale, et c'est ce qu'on disait aussi, c'est que la partie sociale est pas du tout, ou est très peu prise en compte. On prêche notre paroisse, mais quand l'accès aux soins pour tous, le vieillissement de la population, c'est des critères qui sont aujourd'hui très peu pris en compte, qui ont besoin d'être pris en compte. Et nous, c'est là où on se rend compte qu'on arrive à des limites, on est obligé de passer en dehors de ce qui se fait via les réglementations européennes, et on a hâte que la taxinomie sociale ait enfin un premier vrai draft et ensuite une vraie feuille de route. Très bien. Merci Sébastien, je demande de les applaudir. On fait une table ronde et on arrive donc à la fin de cette conférence de présentation de cette première étude des pratiques ESG des fonds, conclusion qui revient à Véronique, à qui je vais passer le micro. Oui, très rapidement, parce que beaucoup de choses ont été dites et d'être spécialiste, ça me permet juste la conclusion de Sébastien de rebondir quand même sur les petites choses dont j'ai un peu connaissance, c'est-à-dire sur la taxonomie sociale. Je voudrais juste peut-être vous dire qu'il ne faut pas l'attendre très très prochainement parce que la Commission européenne a dit qu'elle ne traiterait pas ça sous sa mandature actuelle. Ça veut dire qu'on attend 2024. 2024, il faut s'installer, il faut décider d'aller sur ce sujet-là et qu'on en a au moins pour 4 ans. Donc tout ça pour dire qu'il faut peut-être continuer justement à travailler et pourquoi pas, on avait évoqué l'idée nous-mêmes d'anticiper, de préempter les discussions pour nous-mêmes commencer à réfléchir à ce qu'on pourrait proposer comme indicateur pour le secteur immobilier commun sur justement une taxinomie sociale appliquée à notre secteur. Je trouve que ça peut être une bonne idée parce que on voit bien que c'est toujours mieux d'arriver avec des propositions plutôt que de prendre le train en marche. C'est très compliqué, notamment sur la taxinomie. Donc voilà, moi je relance un petit peu des propositions qui avaient été faites. Je pense qu'on peut travailler de façon en plus conjointe avec des spécialistes de l'immobilier. D'autres, nous, on est un peu plus réglementaires, mais je pense que à nous tous et avec vous, on peut y arriver. C'est un chantier, mais c'est assez intéressant.
La taxonomie de transition, c'est pareil, là, on n'est même plus au niveau de la commission, on est au niveau de la plateforme de finances durables qui a fait une proposition effectivement de cette taxonomie rouge, ambre, verte. Mais enfin, la commission s'en est pas saisie, elle ne veut pas la traiter pour l'instant, ça entraîne des obligations plus larges de reporting qui seraient très complexes. C'est pareil, je pense qu'une taxonomie de transition, c'est pas encore là, donc il faut qu'on apprenne à vivre avec ça. Donc, pardon, c'est pas très positif, mais je pense qu'on a commencé à bien travailler tous ensemble et on peut continuer à faire des propositions. On n'est pas très nombreux à parler de notre secteur, hein, des fonds immobiliers de nos côtés au niveau européen. Nous, on le voit, depuis 4 ans, on a fait le choix à la SPIM de développer vraiment un lobbying européen sur ce sujet. On a beaucoup de mal à embarquer nos collègues des fonds allemands et des fonds des Pays-Bas qui sont les industries un petit peu, je dirais, concurrentes et sœurs, parce qu'ils n'ont pas une culture de lobbying. On est très isolés, alors ça a des avantages et des inconvénients, c'est quand on veut discuter sur des sujets, on est les seuls. Donc, on a pu faire passer un certain nombre de choses. Donc, voilà. En plus, alors, je fais une dernière transition, une dernière conclusion, c'est sur le label. On voit bien que le label, quand vous en parlez, il était ambitieux, il vous a aidé aussi à structurer et à nourrir vos approches ESG. Je pense que dans un deuxième temps, ça sera intéressant aussi. Alors nous, actuellement, bien sûr, on en a réfléchi depuis un an même, hein, à voir où les évolutions d'une éventuelle V2 du référentiel immobilier pouvaient voir le jour. Il y a des sujets techniques, opérationnels, il y a des sujets plus ambitieux, de la performance, des indicateurs, etc. Bon, néanmoins, ce que je vois, c'est que tous ces constats qu'on a posés à travers cette étude devront aussi alimenter et alimentent nos travaux de propositions sur l'évolution du référentiel immobilier. Mais le dernier mot, ça sera pour vous dire que de toute façon, cette évolution n'est pas tout à fait dans du court terme. Je pense que Michel Papalardo a été assez clair pour dire que la priorité sera l'évolution du label immobilier et qu'on aura un petit peu plus de temps pour regarder les évolutions du label immobilier. Voilà, c'est à quoi on travaillera et on a travaillé, on continuera à travailler. Voilà, donc je pense qu'on peut s'arrêter là. Et... Merci à tous. Merci à vous.